Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Jordan Beaulieu, maraudeur chez les Eskimos d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football. Et nos chroniqueurs seront présents pour discuter des différents sujets dans le monde du sport. Bienvenue à Sport Addict. Pour notre entrevue de cette semaine, on reçoit Jordan Beaulieu, qui est maraudeur pour les Eskimos d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football. Vraiment content de te recevoir cette semaine. Merci. J'aimerais que tu me parles justement de ta première saison. Comment tu as vécu ça dans la LCF à ta saison recrue? Bonne première saison. Personnellement, j'ai été content de pouvoir avoir du terrain, jouer plus que quasiment 3/4 des games. C'est une année d'apprentissage. Tu sais pas à quoi t'attendre, la vitesse, tout. Puis quand tu arrives, c'est comment je peux dire, overwhelming. Tu vois les gars qui ont évolué dans la NFL, les gars qui vont jouer dans la NFL. Fait que ça, c'est plein de choses que tu n'es pas prête nécessairement. Mais je suis comme une éponge. J'ai tout soak in l'information qui m'a été donnée. Mais collectivement, c'est pas ce qu'on voulait. Quand tu joues au football, tu joues pour gagner. Tu joues pour la bague, le gros trophée à la fin, puis on n'a pas été capable de faire les playoffs. Fait que c'est comme j'ai dit, c'est une année d'apprentissage. Tu apprends de ça, t'es un meilleur joueur à cause de ça. Puis j'ai hâte de voir ce que ma deuxième année a offert. C'est sûr que tu affrontes beaucoup de bons joueurs, comme tu dis. Qu'est-ce que tu penses justement du niveau de jeu de la Ligue canadienne comparativement justement à la Ligue universitaire et tout ça? Comme j'ai dit, la vitesse, c'est un gros changement, c'est un gros facteur. Il faut que tu prennes en considération. Quand tu arrives des niveaux universitaires canadiens, c'est pas le même niveau qu'ils jouent aux États-Unis quand je parle de NCAA. Comme j'ai dit, il y a des gars qui ont joué peut-être 4-5 ans dans la NFL, des gars qui vont jouer en NFL. Fait que, je te dirais que la vitesse du jeu est vraiment différente. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ça pas mal vite. Il y a aussi comme j'ai dit, la grosseur, le niveau de jeu, les playbooks, comment que... mémoriser, exactement. Fait que c'est toutes des choses qui c'est très différent, mais qui est faisable si tu t'y mets. Puis t'es là pour une raison, t'as été repêché pour une raison, c'est qu'ils croient en toi. Fait que je pense que c'est quelque chose de faisable pour tout le monde. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu as surtout joué sur les unités spéciales lors de la dernière saison. Donc, probablement que ton objectif lors de la prochaine année va être de jouer tous les matchs dans la brigade défensive. Oui, exactement. Fait que dans le fond, quand tu rentres dans ta première année, ils n'ont pas vraiment d'expectations pour toi. Ils voient ce que tu es capable de faire. Ils te regardent dans le fond. Moi, j'ai joué à peu près de 3/4 de la saison sur les unités spéciales. Contre les Alouettes, j'ai eu du temps de jeu à la défensive. J'avais un peu de package sur la défensive embarqué sur des deuxièmes élons. Mais comme le maraudeur partant a été coupé dernièrement, fait que dans le fond, ça, c'est pas donné. Il faut falloir que je me batte pour un poste partant, mais effectivement, c'est ça l'objectif cette année, c'est d'être partant pour Edmonton. Et c'est pas ce qu'on souhaite nécessairement qu'un joueur soit coupé, mais ça nous donne quand même un vote de confiance là, de la part des entraîneurs. Exact. Mais tu sais, c'est une business. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon contrôle à moi. Moi, je fais juste focus sur ma game, ma préparation, puis j'essaie d'arriver le plus en forme. Exactement, en forme au camp d'entraînement en mai. Puis on va juste laisser les choses aller, puis ça devrait bien aller. Et avec l'équipe justement des Eskimos d'Edmonton, te connaissant personnellement, je sais que tu n'as pas eu probablement vraiment de problème, mais comment c'est de s'intégrer dans l'équipe avec les Eskimos? Ça s'est bien passé. J'avais mon coloc, justement, Alexandre Dupuis, qui était là tout au long de ma préparation physique pour mes combines, pour la saison. Lui, il a vraiment été comme un mentor pour m'expliquer un peu comment c'est quoi les pros. Puis une fois arrivé là-bas, je veux dire, il y avait près de 7 joueurs québécois dans l'équipe. Fait que des gars comme Samuel Giguère, Arnaud Gasconadon, Christophe Normand, tous des gars qui m'ont comme pris sur leur aile. Puis ça s'est vraiment bien fait. J'ai rien à dire contre ça. Là, on revient un petit peu en arrière. J'aimerais qu'on parle aussi de ton repêchage. J'ai eu la chance d'être présent lors de l'appel tant attendu des Eskimos d'Edmonton. Et c'était vraiment
sentiment incroyable, là, certainement, de recevoir l'appel d'un membre d'une équipe de la Ligue canadienne. Oui, ben c'est de ça que, tu sais, depuis que je suis tout jeune, c'est ça que je veux faire, je veux devenir athlète professionnel, puis enfin d'avoir la chance de réaliser mon rêve, puis de pouvoir, tu sais, aller à Edmonton, dans le fond, quelque chose qui est super nouveau pour moi. Tu sais, j'ai jamais vraiment été dans l'Ouest canadien, fait que l'arrivée là-bas, en Alberta, les grosses montagnes, tu sais, c'est une nouvelle ville, nouveau personnel, c'est tout quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Tu sais, le monde qui sont derrière de moi depuis des années, mes parents qui me supportent, tu sais, ça a quand même été, tu sais, ça a porté fruit, tous les efforts qu'on a mis là-dedans. Fait que ça, je suis vraiment content de faire partie des Edmonton Eskimos. On fait un autre retour en arrière. Toi qui es originaire de Blainville, tu avais un choix à faire. Tu aurais pu aller étudier, évidemment, à l'Université Laval au Québec, mais tu as choisi une autre avenue. Tu t'es dirigé plutôt vers Western en Ontario pour jouer avec les Mustangs. Ouais. Pourquoi tu as choisi cette option-là plutôt que de rester au Québec? Dans le fond, j'ai jamais vraiment étudié en français. J'ai jamais vraiment étudié dans un système français. Fait que pour moi, aller étudier en français, c'était quelque chose qui, tu sais, j'avais mis les freins un peu. J'étais comme, je sais pas si je vais être capable. Là, je parle académiquement, excusez. Je sais pas si j'aurais été capable d'étudier en français. L'anglais, encore une fois, c'est important pour moi. Mais à un moment, c'était 50-50. J'avais vraiment pas où j'allais aller. Puis depuis que je suis tout jeune, j'ai joué avec mon meilleur ami Philippe Dion. On s'est comme séparés au niveau cégep. Lui est allé à Lennoxville, moi à John Abbott. Puis on s'est dit qu'on aimerait ça jouer universitaire ensemble. Donc quand que lui a eu l'intérêt pour Western, ça a commencé à mettre plus de go pour Western. J'ai vraiment mis plus d'efforts sur Western. J'ai été à une autre visite. Puis c'est dans cette visite-là qu'il y a eu comme 3 autres gars du Québec, Jean-Gabriel Poulain, Greg Bouchard, puis Lloyd Bureau, qui ont comme décommit de Montréal, puis ont décidé d'aller à Western. Donc ça a été facile pour moi comme décision, puis je pourrais dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Oui, bien t'en parles justement de prendre cette décision-là. Ça s'est avéré un excellent choix, parce que vous avez quand même remporté la Coupe Vanier en 2017, et si on peut dire ça comme ça, tous vos chums, vous étiez ensemble, à travailler ensemble, puis vous avez remporté cette coupe-là. Oui, c'était un feeling incroyable. Je veux dire, pendant deux ans de suite qu'on se rend en finale de notre division, incapable de finir puis de gagner la Yates Cup, ce qui est la finale de notre division. Fait que ça a été difficile, mais on n'a jamais lâché. On a tout le temps dit, on va s'y rendre, puis on va gagner ça, puis we're gonna go all the way. Fait que notre 3e année, quand on a perdu avec un lead de 19 points en 6 minutes du 4e quart, ça a été tough. On l'a pas digéré. Ça nous a pris longtemps avant de le digérer comme je... Fait que, on a travaillé fort toute l'off-season, on a mis les bouchées doubles, puis il n'y a rien de mieux que de finir sa carrière universitaire avec une bague de la Coupe Vanier. Ben oui, vraiment, j'ai vu ça. Ça avait l'air assez le fun à remporter. Ouais. En terminant, c'est quoi le plan de match pour toi? C'était plutôt durant l'entre-saison pour être prêt pour la prochaine saison dans la LCF? Dans le fond, l'entraînement, je me concentre là-dessus. Je mets toute mon énergie là-dessus. On parle de l'entraînement sur le track au centre Claude Robillard. C'est vraiment mettre beaucoup d'accent sur la vitesse. Comme j'ai dit plus tôt, ça a tout rapport avec la vitesse. Si tu n'es pas capable de bouger dans cette ligue-là, tu peux pas jouer. Dans la salle muscu, du yoga, la nutrition. C'est vraiment, c'est rendu mon métier maintenant, fait qu'il faut vraiment que je prenne ça à cœur, puis je mette toute mon énergie là-dedans, ouais. Bien, évidemment, comme tu dis, c'est un rêve qui est devenu réalité. Il faut se concentrer là-dessus. Bien, merci beaucoup, Jordan, pour ta présence à l'émission. Vraiment apprécié. Accueilli en studio. On est toujours content d'en savoir des gens de la région, des voir qui connaissent ce succès sur la scène internationale ou même nationale. Merci beaucoup. Merci. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant en HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. On retrouve maintenant nos deux invités pour la portion discussion de l'émission, Frédéric Collerette et Maxime Gagné. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut.
On parle de football encore une fois cette semaine. Évidemment, le Super Bowl est terminé, mais on a quand même encore un petit peu d'actualité à parler concernant le football, puisqu'il y a eu un débat dernièrement qui a été lancé sur le web. On parle évidemment des obstructions sur les receveurs et toute pénalité, si on veut, qui a été une mauvaise décision par les officiels dans la NFL. Donc, moi, j'aimerais lancer un petit peu le débat avec vous, savoir qu'est-ce que vous pensez d'une solution qu'on a tenté peut-être de proposer avec, justement, je vais débuter avec toi, Frédéric, de justement contester les décisions des arbitres qui sont parfois douteuses. Là. On sait déjà que la Ligue canadienne de football le fait. On se demande tout pourquoi la NFL ne le fait pas. La classique question de nos jours. Moi, j'ai 2 exemples par rapport à des matchs de la NFL. Un en saison régulière et un, évidemment, en séries éliminatoires. Donc, on pense à Robbie Coleman, le demi de coin des Rams, contre, évidemment, le joueur des Saint Louis. Le receveur, on a vu tout de suite qu'il n'y a eu aucun appel de la part des arbitres quand c'était clairement une pénalité pour obstruction envers le receveur. Donc ça, c'est complètement inacceptable. Il y a eu tellement de critiques par rapport justement aux arbitres tout au long de l'année même. Mais un autre élément que j'ai vraiment trouvé intéressant qui n'a pas été calé, c'est Joe Hayden des Steelers. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? C'est la semaine 16 contre les Saints. Il y a eu une pénalité contre Kamara. Drew Brees a fait une passe à Kamara dans la zone des buts. Et il y a eu un call contre Joe Hayden alors qu'il faisait simplement que toucher le dos de Kamara. Il touchait son dos et après, il jouait complètement la balle. Donc, on dit habituellement, quand le joueur joue la balle en défensive, il n'y a pas de pénalité parce qu'il joue la balle. Il ne faut juste pas juste regarder le joueur, il faut avoir les yeux sur la balle. Versus le match de séries éliminatoires, le joueur des Rams n'avait aucunement ses yeux sur la balle. Et ce qui devient important à souligner, c'est que souvent dans ces décisions-là que tu précises, on n'a pas réussi à en fait, l'équipe qui a reçu la pénalité ou qui n'a pas reçu la pénalité est allée à l'avantage pour la victoire. Donc, c'est là que ça devient difficile à considérer. Toi, Maxime, de ton côté, je pense que tu es plutôt contre le fait qu'on utiliserait ça, malgré le fait justement qu'on le voit, par exemple, dans la Ligue canadienne de football, qu'on a employé maintenant cette solution-là. Oui, j'en ai fait peut-être un aspect plus conservateur dans ma part, mais je considère que ça ralentit le jeu, en fait. C'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport, en fait. Que ce soit les arbitres, les joueurs ou même les coachs ou les entraîneurs, en fait, ça fait partie du jeu de commettre des erreurs. Fait que continuellement de mettre ça en doute, je trouve que ça enlève la légitimité aux arbitres, en fait, de constamment être en doute. Je considère en fait qu'on pourrait donner quand même une marge d'erreur aux officiels, puisque on regarde les autres sports, ce qui est tout à fait vrai. Ça arrive qu'on n'appelle pas des pénalités, et même que souvent, on regarde justement au hockey dans la Ligue nationale, il y a souvent des décisions que l'officiel a vu le jeu devant lui et n'appelle pas de pénalité. Ce qui devient justement malheureux, c'est que souvent dans ces décisions-là, de mon côté, je pense, c'est que si on n'appelle pas justement la pénalité, comme je le disais, bien, il y a une équipe qui profite de cet avantage-là et on essaie souvent de rattraper avec un autre appel par la suite. Ce qui permettrait avec ça de pouvoir contester une décision d'un arbitre, c'est qu'au moins, on donne la même solution qu'avec peu importe un attrapé qui a été réussi, c'est qu'on enlève un challenge ou un time-out si on ne réussit pas, ce qui serait une belle solution là, de ce côté-là. Absolument. Moi, je trouve justement que les 2 jeux que je vous ai parlé, je vous dis à la maison, allez regarder ça, ça vaut vraiment la peine. Les 2 jeux ont nuit, comme tu as dit, au match. Donc, on passe à Hayden, c'était un 4e essai et 2 verges. Puis à cause de ça, il y a eu un touché des Saints qui a mené à une victoire des Saints. Et on pense évidemment au match de séries éliminatoires. Les Saints allaient pour le toucher. Aucune pénalité n'a été appelée sur le jeu, puis ils ont perdu le match à cause de ça. Bien, donc, c'est le principal débat peut-être pour les équipes qui, malheureusement, subissent la défaite. C'est souvent là que ça arrive. Mais je pense que d'un autre point de vue, Maxime a bel et bien raison de donner une marge d'erreur plutôt aux officiels pour justement éviter que ça commence à ne plus finir, si on veut, pendant un match. Parce que, évidemment, l'autre situation pourrait être justement sur les obstructions envers les corps arrière, qu'on a vu plusieurs appels cette année où c'est un petit peu douteux, mais malheureusement, il faut donner la chance quand même aux arbitres là, de prendre des décisions.
On a un deuxième sujet à vous parler, donc, cette semaine. C'est sur le tennis. On a un passionné de tennis, surtout à l'émission, Maxime. Toi, en fait, tu as beaucoup suivi Andy Murray et tu voudrais nous parler un petit peu de malheureusement, sa fin de carrière qui pourrait approcher dans les prochains mois. Oui, tout à fait. C'est tellement triste de voir un athlète de haut niveau qui tire sa révérence juste à cause d'une blessure, en fait, qui le ralentit, sa blessure à son hanche. On l'a vu à son hanche, qui a littéralement ralenti sa progression. À 31 ans, déclaré forfait, là, c'est tellement dommage. Là. Dans le fond, c'est un des top 4 au tennis, en fait, avec Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est les stars du tennis aujourd'hui. Oui, il y a eu une certaine époque, comme tu dis, c'était les 4 joueurs vraiment dominants et il n'y avait pas un seul autre joueur qui remportait un tournoi majeur. Et d'ailleurs, Andy Murray, on parle d'un athlète de seulement 31 ans, a quand même remporté 17 titres. On parle de 3 titres majeurs, dont 2 à Wimbledon, d'où est-ce qu'il vit tout près et qu'il est né. Et c'est quand même le premier depuis Fred Perry, là, depuis 1936 qu'on parle, le premier Anglais à remporter le tournoi de Wimbledon. Donc, il avait mis un terme à une longue séquence sans victoire. Et on peut le dire, là, c'était vraiment un joueur extraordinaire. Là. Effectivement, comme tu as dit, 3 types de grands chelems. Et juste pour vous rappeler juste comment il a terminé sa carrière. Bien, il n'a pas encore terminé sa carrière, mais comment il a annoncé sa peut-être fin de carrière. C'était vraiment émotif. Puis on le voit tout de suite qu'il ne veut pas lâcher le tennis. Là. C'est vraiment sa passion. Puis je trouve ça vraiment dommage puisque j'ai l'impression qu'il y avait tellement encore de bons jeux à nous offrir. C'est un joueur de talent. C'est l'enfer. Il a 31 ans à prendre sa retraite. C'est sûr qu'il doit être déçu. Tout le monde est déçu. Et il y avait beaucoup de gens aussi, tu parles de Murray, qui étaient en amour avec lui. Montréal a quand même remporté 3 Coupes Rogers aussi. Et l'autre discussion qu'on a eue, c'est sur le fait qu'il a quand même les 2 dernières médailles d'or olympiques. Donc, c'est assez exceptionnel de ce côté-là. Si on parle des athlètes du top 4, évidemment, il y a eu 4, les 3 dernières éditions, c'est ceux du top 4 qui l'ont emporté, dont 2 de Murray, et l'autre, c'est Nadal. Donc, quand même, il a réussi un rare exploit là, d'aller remporter tous ces tournois-là et de devoir malheureusement peut-être terminer sa carrière en raison d'une blessure. Ça fait partie de ses forces, en fait. Il est tellement fort mentalement, Andy Murray, là, que ce soit pour son jeu défensif, même ses retours de revers, ses retours de service, c'est vraiment excellent de sa part. C'est vraiment un athlète de haut niveau. C'est juste triste qu'il doit. Mais il n'a pas abandonné encore. Il a dit Wimbledon allait sûrement être son dernier tournoi. On va voir pour sa santé. Mais on lui souhaite le mieux. On va lui souhaiter, oui, comme tu dis, parce que c'est un athlète qui a évolué beaucoup devant ses partisans. Et ce serait une belle fin de carrière, au moins pour lui, même s'il risque d'être éliminé probablement au premier tour de ce tournoi-là. Mais surtout, justement, d'être comparé et d'être mis dans le top 4 avec des joueurs de talent. Djokovic, Murray, Federer, c'est lui-même, Nadal, Federer. Donc, c'est complètement incroyable. Et justement, de finir en beauté, si on peut dire, chez lui, je pense que ça va être un moment très émotif pour lui, mais très agréable pour les partisans. Oui, on a hâte de voir ça, évidemment. Et on va parler aussi de quelqu'un maintenant de chez nous. On parle de la jeune athlète de 18 ans, Bianca Andreescu, qui connaît un début d'année vraiment incroyable. Et on voit qu'elle a maintenant dépassé Eugénie Bouchard au classement au Canada. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de sa performance depuis le premier mois de l'année, là, en fait. Moi, je la trouve absolument incroyable. On sait qu'elle a commencé la saison au 152e rang. Et justement, après le tournoi qu'elle vient de faire de Newport Beach, elle est rendue 68e mondiale. Donc, c'est un classement de 84 positions. C'est absolument incroyable en si peu de temps. On s'en parlait justement tantôt. Et surtout, au tournoi, on pense à la classique ASB d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Incroyable. Elle a battu Caroline Wozniacki. Ensuite, elle a battu Venus Williams pour se rendre jusqu'en finale à 18 ans. C'est complètement incroyable de voir ça. Puis surtout, une fille de chez nous, ça nous fait toujours chaud au cœur. Ben oui, Bianca Andreescu qui est vraiment incroyable. Comme tu dis, 84 places en un seul mois. Il faut dire que le classement est plus facile à remonter dans ce coin-là, mais quand même, c'est assez extraordinaire. Et elle continue de démontrer là, beaucoup d'énergie et surtout un travail incroyable durant les matchs. Parce qu'on le voit là, d'ailleurs qu'elle est souvent fatiguée et qu'elle continue énormément à travailler pendant ses matchs. Oui, combative, elle a du caractère. Elle a même battu sa compatriote
battu. On a carrément Démoli. lessivé Génie Bouchard, qui, elle, malheureusement, allait échanger sa raquette pour un téléphone cellulaire. Mais bon, on va souhaiter qu'elle va améliorer sa carrière éventuellement. Mais non, sincèrement, pour en revenir à la jeune Ontarienne, elle est vraiment phénoménale. Et moi, ce que je trouve spécial, c'est que probablement que Bianca Andreescu va connaître une progression peut-être plus lente que Génie Bouchard, qui avait monté au 5e rang à sa première année complète. Mais on risque de l'avoir plus constante durant sa carrière. Et c'est quand même de bon augure là, pour le futur au Canada. Avec du côté masculin, on a des Shapovalov, des Ojai-Yassim, mais là, on a Andreescu qui s'amène. Et une autre jeune de 15 ans, Fernandez, en fait, là, qui est du secteur tout près d'ici. Donc, c'est deux bonnes athlètes là, qui vont être vraiment solides pour le futur du Canada au tennis. Autant, c'est ça, au niveau féminin que masculin, comme tu as parlé, Shapovalov, Félix Auger-Aliassime. Vraiment, on voit vraiment du potentiel pour le tennis au Canada dans les années qui suivent. Oh, ouais, vraiment, les Coupes Davis, le nouveau changement risque d'être intéressant de ce côté-là. On va terminer avec un dossier très, très intéressant, celui de Carey Price. Moi, je voulais aborder ce sujet-là, vraiment important pour moi, en fait, parce que je pense que Carey Price a vraiment retrouvé sa touche depuis le 1er décembre, en fait. Là, il est vraiment solide. Qu'est-ce que vous pensez de sa performance? Là? Il permet vraiment aux Canadiens, je pense, de demeurer dans le match là, à chaque fois qu'il est devant le filet. Ah, absolument. Puis on pense, c'est drôle parce que, me semble, ces bonnes performances sont arrivées en même temps que le retour d'un certain défenseur capitaine chez le Canadien. Ouais. Donc, on s'entend que le retour de Shea Weber l'a extrêmement aidé. Puis j'ai des chiffres ici, c'est absolument incroyable de voir ça. Juste avant le 19 décembre, on voit que son pourcentage d'arrêt était de 898. Puis on regarde après le 19 décembre, pourcentage d'arrêt de 945. Donc, c'est assez incroyable comment ça a augmenté à ce niveau-là. Puis la moyenne de la Ligue nationale de hockey était de 905 à ce moment-là. Donc, il a passé en bas de la moyenne à en haut de la moyenne. Beaucoup, Puis je pense qu'il fait peur maintenant aux joueurs, ce qui n'était pas le cas au début de la saison. Moi, j'irais même jusqu'à m'avancer un petit peu plus loin. C'est peut-être une prédiction audacieuse, mais je pense que s'il poursuit sur sa lancée, et tu me diras si j'ai raison ou pas, Maxime, de ton côté, je pense qu'on pourrait peut-être même le placer parmi les favoris au Trophée Vézina cette saison. Cette saison, oui. Je dis-moi ce que tu en penses, mais je pense qu'il est vraiment solide à ce point-là pour retrouver peut-être jusque-là. Bien, comme dit Frédéric, en fait, depuis la saison des fêtes, là, il est vraiment en feu. Là. Depuis, il a les mêmes standards à peu près que la saison jusqu'à gagner le Vézina et le Trophée Hart 2014-2015. On se rappelle, il avait connu une saison phénoménale, 44 victoires, dont 9 blanchissages. Il y a eu une moyenne de 1,96 et taux d'efficacité à peu près de 933. Fait que c'est vraiment... Il est à peu près dans ces eaux-là présentement. Là. C'est vraiment... Puis on sait que c'est l'âme puis le cœur de l'équipe. Là. Sérieusement, Carey, c'est... Puis en plus de ça, on sent que dans le vestiaire, il y a comme un certain renouveau, il y a une certaine euphorie aussi. Là. Également, peut-être de son côté personnel, on voit qu'il a l'air plus heureux cette saison-ci. Ouais, plus positif entre les deux oreilles, si Exactement. on veut. Puis, comme Frédéric le mentionne, c'est peut-être une coïncidence avec le retour de Shea Weber, mais c'est nos deux joueurs les plus importants du côté du Canadien qui doivent performer. Weber aide à stabiliser la défensive et Carey Price, s'il n'est pas là, évidemment, c'est le dernier joueur à battre. Mais s'il n'est pas là, le Canadien ne se situe pas, premièrement, pour une place en séries éliminatoires et deuxièmement, pour peut-être espérer lutter plus loin que la première ronde. C'est le seul joueur du Canadien qui peut l'amener à un autre niveau. Sans Carey Price, on s'entend que l'équipe est très moyenne. Et avec son salaire peut-être de 10,5 millions, sans qu'on parle de ça, commence tranquillement peut-être à être utile pour ce salaire-là, mais c'est difficile de justifier probablement un salaire aussi élevé. Effectivement, début de saison, je pense qu'il y avait quelques critiques de la part des partisans, un salaire si élevé. Puis on regarde justement les performances. Une performance en particulier de Niemi qui a fait jaser pas mal quand il a fait 52 arrêts sur 53 tirs. Me semble, si je me rappelle, c'était le 15 janvier contre les Panthers de la Floride. Ça avait été extraordinaire. Là, justement, tout le monde parlait, ben là, on a un joueur payé de même pas payé des millions, qui est capable de faire ce travail-là. Sauf qu'on regarde ça, plus les matchs avancent, puis plus on voit on a besoin de Price. On a besoin de sa confiance. La confiance, justement, qui amène de la confiance à toute l'équipe. Ben oui. Puis juste au niveau des retours dans l'enclave, Carey Price est un des meilleurs dans la Ligue. Il n'en donne pas. Il donne zéro occasion de marquer aux joueurs. Puis c'est ça qui est vraiment incroyable. Oui, parce qu'on l'écoute souvent, justement, Marc Denis, le spécialiste du côté d'RDS, qui mentionne souvent
l'important aussi pour un gardien, c'est de contrôler ses retours. Et c'est quelque chose qu'il a fait beaucoup mieux cette saison. Oui, c'est donner la chance à ses défenseurs de l'aider, en fait, de l'appuyer convenablement. Oui, et puis c'est ce qu'il fait très bien. Donc, la Ligue nationale continue à le considérer parmi les meilleurs gardiens et les meilleurs marqueurs considèrent qu'il est l'un des meilleurs. Donc, ça va demeurer comme ça. Seulement, c'est qu'il doit demeurer constant et avoir confiance en ses moyens. Et je pense qu'on peut aller peut-être plus loin que la première ronde si jamais le Canadien se classe en séries éliminatoires. Parce qu'il l'avait fait en 2014, justement, avec quand il affrontait jusqu'aux Rangers en finale de l'Est. Donc, c'est possible encore de réussir, je pense, de son côté. Mais mentalement, il est prêt. Mentalement, je pense que s'il continue cette allée-là... Puis je pense que oui. Puis juste encore une fois, des chiffres au niveau des retours dans l'enclave, ça, je trouve juste absolument incroyable. Avant le 19 décembre, le pourcentage de retours accordés dans l'enclave, 22,5 %. Et on arrive après le 19 décembre et c'est 18,7 alors que la moyenne de la Ligue, 22,1 %. Donc, je pense que les joueurs adverses ont de quoi avoir peur de l'affronter parce qu'ils savent que si leur tir n'est pas parfait contre Carey Price, premièrement, ils n'auront pas de retour. Puis les chances qu'ils l'arrêtent, on s'entend qu'elles sont plutôt élevées. Et puis ces chiffres-là confirment vraiment le retour en force de Carey Price. D'ici la fin de la saison, on espère qu'il va demeurer solide. Merci beaucoup à vous deux pour cette chronique de l'émission. Vous avez toujours des commentaires très intéressants à nous faire. Donc, on a vraiment apprécié votre présence encore une fois cette semaine. C'est ça. Pour le calendrier de cette semaine, donc le Canadien de Montréal débute sa semaine le 7 février, donc jeudi. On va accueillir les Jets de Winnipeg au Centre Bell dès 19h30. Ça va avoir lieu donc à Montréal. Et le 9 février, donc 2 jours plus tard, ce sera encore une fois au Centre Bell, alors que les Maple Leafs de Toronto visiteront le Canadien dès 19h. On poursuit maintenant avec le hockey junior du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. On aura 3 matchs consécutifs, ce qui est très rare d'ailleurs dans le monde du hockey. Donc le 8 février, on va accueillir les Huskies de Rouyn-Noranda dès 19h30 au Centre d'excellence Sport Rousseau à Boisbriand. Et le lendemain, le Dracard de Bécomo sera en ville dès 19h. Encore une fois, au Centre d'excellence Sport Rousseau. Et on va conclure donc notre week-end à Sherbrooke, alors que le 10 février, on va visiter les Phoenix de Sherbrooke dès 15h au Palais des Sports Léopold Drolet. On poursuit avec les Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue junior 3A du Québec. Donc, eux aussi disputeront 3 matchs cette semaine. Donc, le 8 février, ce sera à l'Aréna régionale de Rivière-du-Nord face au Fort de Chambly dès 19h. Le lendemain, donc, on va visiter les Inuks de Granby à 15h30 au CS Léonard Grondin. Et le lendemain, donc, on va visiter le Révolution du Lac-Saint-Louis dès 13h au Sportplex de Pierrefonds. On conclut maintenant les 2 derniers matchs de la saison pour les Vikings de Saint-Eustache dans la Ligue Midget 3A. Donc, le 8 février, on va visiter les Cantonniers de Magog dès 19h à l'Aréna de Magog. Et le lendemain, plutôt 2 jours plus tard, on sera encore sur la route pour affronter le Rousseau Royal de Laval-Montréal dès 13h à l'Aréna Garon. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission de cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre contenu encore une fois. On vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook au nom de Sport Addict et sur notre site web sportaddict.com pour suivre toute l'actualité dans le monde du sport. Merci à tous d'avoir été là et je vous lance le rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sport Addict.